Colline Housset, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, chercheuse indépendante, spécialiste des musiques du monde arabe notamment. Votre livre Paris en lettres arabes va paraître aux éditions Actes Sud Sinbad et vous êtes aussi autrice d'un podcast dont on va parler, une série de podcasts Paris arabe à retrouver sur les plateformes d'écoute. Colline Housset, on commence d'ailleurs avec vous. Vous êtes arabophone, vous explorez depuis des années les patrimoines culturels arabes et dans cet ouvrage notamment, vous intéressez à la relation particulière qu'entretiennent les auteurs arabes avec la France et en général Paris. Vous révélez la ville lumière comme capitale de cette littérature qui puise ses racines de l'autre côté de la Méditerranée. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour commencer, à quand remonte le début de cette histoire ? Eh bien, c'est une histoire qui est extrêmement ancienne finalement, car il y a toujours eu une présence et un certain continuum culturel et humain de part et d'autre de la Méditerranée à l'époque antique. Mais je me suis intéressée tout particulièrement à l'histoire des hommes et femmes de lettres parisiens, enfin arabes à Paris à partir du XVIIIe siècle. Et quel est justement ce rapport que ces écrivains entretiennent avec cette ville ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples pour commencer ? Bien, c'est une relation que je qualifierais d'extrêmement ambiguë, qui est énormément chargée de représentations, des représentations de Paris, Paris qui va se développer, s'établir comme une ville lumière, donc essentiellement à partir du XIXe siècle. Et finalement, il y a donc une représentation de soi en tant qu'écrivain dans cette ville qui débute souvent même dans le pays d'origine, avec toujours un certain conflit qui peut se développer lorsque la personne arrive à Paris et est confrontée aussi à la réalité. Et vous écrivez notamment, il y a donc une curieuse dichotomie entre Paris, symbole de la liberté, et la France, le pays donc symbole de l'oppression, quand bien même le premier est la capitale politique et économique de la seconde, ville refuge des exilés, ville laboratoire des aventuriers aussi. Oui, tout à fait. C'est Paris. J'ai défini Paris comme une antichambre finalement. Ce n'est pas là où s'est fait la pensée arabe et les lettres arabes, bien évidemment, mais Paris a pu servir aussi tout simplement parce qu'elle offrait un cadre souvent plus stable, plus propice aussi à l'exploration intellectuelle et politique. Donc a pu vraiment permettre finalement ce laboratoire, cette antichambre qui est due également à la distance tout simplement, qui peut être extrêmement, disons, riche finalement en termes d'inspiration lorsqu'on a à cœur de développer des idées, de développer un langage et une culture dans son pays d'origine, qu'il s'agisse de l'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient. Et à propos de la langue, s'agissant du Moyen-Orient, l'écrivain libanais Salah Stétier dit ceci: le français, une autre langue qui leur permettait donc aux Arabes d'accéder à la modernité technique et technologique. Le français, la langue des droits de l'homme, la langue du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Saber Mansouri, peut-être une réaction. On est en train d'explorer le lien, le trait d'union entre ce Paris littéraire et les auteurs du monde arabe. Vous, comment vous inscrivez, vous qui êtes auteur francophone, dans cette relation ? Mais écoutez, la langue française n'appartient à personne et d'ailleurs je m'insurge un petit peu contre l'expression francophonie, parce qu'on a l'impression qu'on va avoir affaire à la marge, à la banlieue, de quelque chose qui serait différent de la vraie littérature française, ou je dirais même de la littérature francophile. Je ne vois pas la différence entre un écrivain en français venant d'Afrique et... Ouais. Ouais. C'est intéressant, Colline Housset, parce qu'est-ce qui vous arrivez, vous, d'entendre un poète, par exemple, que vous avez été en train de rencontrer, vous dire moi, je suis un poète tout court et pas un poète, entre guillemets, arabe ? Oui, et ça, c'est d'ailleurs... le rapport à la langue est extrêmement ambigu, complexe, il est personnel. Évidemment, le français... surtout à partir du XIXe siècle, va être chargé d'un poids qui est très lié donc, à la situation politique, et notamment au colonialisme français en Afrique du Nord, puis dans un deuxième temps au Proche-Orient, ce qui a même amené aussi certains auteurs qui vivaient le français comme une langue de l'intime, qui était une langue familiale, une langue du quotidien, à mettre de côté cette langue pour écrire dans d'autres langues. Je pense notamment à El Tel Adnan, sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure, mais qui a décidé fin des années 50, début des années 60, à écrire en anglais pour justement se dissocier aussi de ce qui se passait politiquement en Afrique du Nord notamment. Juste peut-être avant de voir un extrait de votre podcast, on va y revenir tout à l'heure. Khalil Gibran et Paris, une histoire particulière ?
Oui, bien sûr, il est connu comme écrivain, mais nous, dans l'exposition, nous en parlons en tant qu'artiste peintre qui vient à Paris à partir de 1908 et qui va passer 2 ans à rencontrer des artistes. Il est fasciné par Rodin, donc il va pouvoir le côtoyer. Il va aussi fréquenter des écoles, les ateliers Julian, où l'on se forme. Et il va bien sûr rencontrer aussi des hommes politiques. Et ses positions politiques vont s'exprimer dans un livre qui paraît dès 1908, qui s'appelle Les Esprits rebelles, et qui est un ouvrage qui fait référence à la colonisation et qui s'insurge contre ce moment-là. C'est le trait d'union avec le travail de Coline Housset qui explore aussi comment ces écrivains se sont inscrits dans le milieu littéraire de l'époque, le milieu politique également, dans le contexte que l'on sait. Autre actualité, Coline Housset, vous concernant, votre podcast Paris Arabe. On va écouter un extrait du premier épisode produit par l'Institut du monde arabe. Il s'agit de l'histoire d'Oum Kalsoum qui a chanté à l'Olympia en 1967 à guichet fermé. Histoire intimement liée, on va le voir, musicalement à celle de Bruno Cocatrix. Écoutez. J'étais allé en Égypte pour former une troupe égyptienne qui représente ce pays. Bruno Cocatrix. Et quand je suis arrivé au Caire, un jour, le ministre en question me dit « Mais pourquoi vous n'engagez pas Oum Kalsoum ?» Directeur de l'Olympia. Je dis « Je veux bien, mais qui est-ce » Et j'étais persuadé que c'était une danseuse du ventre. Je ne voyais pas très bien, j'avais jamais entendu parler d'elle. Alors il me dit « Mais... c'est une grande chanteuse. Une chanteuse, c'est la descendante en ligne directe de Mahomet. Elle chante une fois par mois au Caire et on loue 2 ans à l'avance sa place. D'ailleurs, un musulman va à la Mecque et vient voir Oum Kalsoum. Une fois la présence confirmée à Paris de celle que l'on appelle la 4e pyramide, c'est l'hystérie. Des charters sont affrétés de Marseille, Londres, Genève, voire même de l'autre côté de la Méditerranée. On dit même qu'un émir, dont les millions de francs posés sur le comptoir n'ont pas eu l'effet escompté, a menacé d'un pistolet la guichetière pour obtenir une place, avant que le directeur de l'Olympia ne lui attribue gracieusement un strapontin. Nul doute qu'il s'est retrouvé, peut-être pour la première fois de sa vie, à côté d'ouvriers algériens, tunisiens et marocains venus équipés de leur casse-croûte, mais aussi de juifs séfarades récemment arrivés en France, tous unis dans une communion quasi sacrée. Voilà pour ce premier podcast passionnant. Coline Housset, peut-être un indice sur le prochain numéro ? Eh bien, il ne s'agit pas exactement du prochain, mais il sera bientôt sujet de Khalil Gibran à Paris notamment. Eh bien voilà, donc... le lien avec l'exposition. C'est un lien avec l'exposition Art moderne et décolonisation, présence arabe.